Énorme sujet. Énorme sujet dont on va discuter aujourd'hui. On va parler de l'université et des hautes écoles. Alors on va parler pour la Belgique, mais je pense que ça pourrait aussi s'appliquer pour la France, puisque il est réputé et des échos que j'ai eus en France, c'est encore plus dur. Parfois parce qu'il y a notamment des concours d'entrée, etc. Bref, on va parler un petit peu de l'enseignement et moi c'est un gros sujet qui m'a longtemps passionné. Je vais faire d'abord une petite aparté avant de rentrer dans le vif du sujet. Parce que c'est important que vous sachiez justement ce que ça représente pour moi l'université et les points positifs et les points négatifs que j'ai pu constater moi de ma propre expérience. Donc personnellement, j'ai eu un peu l'occasion de passer par plusieurs spécialisations différentes à l'université. C'est-à-dire que je suis passé en sciences chimiques, je suis aussi passé en histoire, je suis passé à nouveau en haute école en sciences. Entre-temps, je suis aussi passé en haute école en cinéma, mais vite fait, j'ai juste fait le concours d'entrée. Bref, je n'ai jamais réussi en tant que tel une année. Voilà. Le mieux que j'ai pu faire, c'était notamment en histoire. J'avais réussi tous les cours d'histoire et tous les cours en fait qui étaient à côté. J'ai notamment en tête histoire de la littérature. Il y avait quoi d'autre? Histoire de... C'était quoi? De la philosophie. Bref, des cours qui étaient beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins de l'histoire en fait, mais plus bah, dans le cadre de la philosophie, dans le cadre de la littérature. Tout ce qui était un peu moins dans la spécialisation que je voulais étudier, j'avais raté. Donc, pourquoi je l'explique? Parce que c'est aussi important bah, de savoir que c'est mon expérience ici que je vais parler. Et même si j'essaye d'être objectif dans les réflexions, etc., ça a une influence évidemment, et la vôtre sera peut-être différente. Et c'est là tout l'intérêt d'en parler. Bref, on va en discuter parce que l'université, c'est à la fois pour moi une relation d'amour-haine, parce que je trouve que l'université est une des plus belles choses que le courant humaniste a pu faire évoluer, développer, et d'un autre côté, l'université comme elle existe aujourd'hui est totalement, j'ai envie de le dire comme ça, mais anti-humaniste, puisque elle ne permet pas malheureusement toujours d'éveiller l'esprit critique. Bref, on va lire l'article et on va faire des commentaires en même temps. Selon le Conseil d'État, plusieurs universités et hautes écoles procèdent à des évaluations illégales. Évidemment, le titre m'a interpellé et m'a beaucoup parlé par rapport à mon expérience personnelle. Guillaume est un étudiant namurois en deuxième année en sciences psychologiques à l'UCL. Sophie, prénom d'emprunt, est en troisième bac de kinésithérapie à l'ULB. Tous deux ont été confrontés au même problème, le standard setting en jargon académique. Alors, déjà, je voudrais souligner que le prénom d'emprunt qui a été pris, c'est déjà un élément important, parce que moi, à l'époque, pour des problèmes qui étaient évidents, des problèmes pour lesquels j'aurais normalement pu me plaindre auprès de quelqu'un, auquel normalement j'aurais pu ne fût-ce qu'avoir un droit de réponse, ou je sais pas comment on dit, euh, mais on m'avait fortement déconseillé, car en effet, à l'université, il est possible, il est fort possible, à l'université et en haute école d'ailleurs, il est fort possible qu'on retienne ton nom et que dans tes évaluations ce soit pris en compte. Pourtant, en première année à l'université, on dit qu'on essaye de tout faire pour que ce soit objectif et qu'il y ait le moins justement cet aspect personnel et que ce soit vraiment la valeur du travail, etc., qui soit prise en compte. Mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que c'est vrai que j'ai jamais eu cette impression-là et on m'a toujours découragé. Alors voilà, c'est peut-être une rumeur, mais on m'a toujours découragé d'aller plus loin dans, je vais dire, mes, mes droits, dans mes demandes, car on risquait de me catégoriser et donc après de me faire chier en tant qu'élève. Un seuil de réussite à 13 sur 20. De quoi s'agit-il? Le principe est expliqué en détail dans un récent arrêt du Conseil d'État
en réponse au recours introduit par Guillaume. Tout QCM emporte la possibilité d'y répondre favorablement par effet du hasard. Lorsque, comme en l'espèce, 4 propositions sont formulées, l'étudiant a donc 25% de chance, 1 sur 4, de donner une bonne réponse en raison non pas de ses connaissances, mais d'un coup de chance. Que pour pouvoir garantir un standard de connaissances conforme aux exigences universitaires, il s'agit d'appliquer une méthode d'évaluation qui permette d'annuler les effets du hasard, que l'une des possibilités pour ce faire est de fixer un seuil statistique de réussite, le score permettant d'accéder au grade de 10 sur 20 étant appelé standard setting, qu'il s'agit de s'assurer par le choix du nombre de questions à valider que l'étudiant maîtrise les activités d'apprentissage essentielles, que par exemple, l'on estimera que la connaissance sera acquise si confronté 3 fois à la démonstration de la maîtrise d'une même compétence, l'étudiant est capable de démontrer 2 fois qu'il maîtrise la compétence. Alors c'est hyper... c'est hyper brut, pas facile forcément à comprendre comme ça, ils vont l'expliquer juste après, mais j'ai déjà envie de débattre en fait sur cet aspect de validation des compétences. Parce que moi, qui maintenant travaille notamment dans l'univers de l'artistique, dans l'univers, on va dire, de la réalisation audiovisuelle, eh bien, j'ai beaucoup de difficultés avec le terme compétence parce que j'ai notamment vu des personnes qui sortaient de la haute école en cinéma et c'est pas pour autant qu'elles étaient compétentes dans le domaine en fait. Ce qui donne des compétences, c'est le fait des connaissances, évidemment, mais c'est aussi l'expérience. C'est un mélange des deux, en fait. Et les philosophes se sont beaucoup battus pour savoir lequel avait le pas sur l'autre, mais moi, je crois qu'il n'y en a aucun qui a le pas sur l'autre. Ça dépend de chacun. Il y en a, ils vont juste apprendre la théorie et ils vont savoir le refaire en pratique parfaitement bien. Et puis inversement, il y en a, ils vont apprendre la théorie, ils vont être nuls, mais ils vont apprendre la pratique et en fait, ils vont après, du coup, connaître la théorie par la pratique. Donc, j'avoue que ça, c'est un des petits soucis que je trouve qu'il y a aujourd'hui avec l'université et qu'on a vu notamment beaucoup avec la crise du coronavirus. On a vu, par exemple, beaucoup de médecins qui n'avaient pas conscience qu'ils étaient parfois en dehors de leur domaine de compétences. Alors, on peut prendre les exceptions qui sont les plus grosses et qui ont plus fait parler d'eux. Je pense notamment aux médecins qui disaient de ne pas porter le masque. Mais moi, dans mon entourage aussi, il y avait des médecins, j'avais entendu des amis médecins qui disaient que finalement mettre un masque aussi, c'était pas forcément utile et qui comprenaient pas trop à quoi ça servait. Qu'il y en a qui disaient qu'en fait, le Covid, on avait finalement une chance sur 100 de le choper et que c'était pas très intéressant. Et pourtant, quand on écoutait... à tes souhaits. Pardon. Quand on écoutait les experts, quand on écoutait un petit peu les personnes qui travaillaient sur le sujet, alors ça veut pas dire qu'elles savent tout, mais ça veut dire que c'est quand même leur domaine de compétences, eh bien on voyait que c'était bien plus compliqué que ça, et que c'était finalement en dehors même de la médecine, qu'il fallait avoir par exemple une vue beaucoup plus macroéconomique, pas macroéconomique, pardon, macroscopique, plutôt que microscopique. Ou inversement, je ne sais plus. Bref. Donc, en fait, c'est ça que je trouve aussi assez intéressant avec l'université et que j'ai un peu du mal à comprendre, c'est qu'on veut absolument valider comme ça une espèce de théorie qui pourtant, on le sait, est une théorie qui n'est pas forcément... qu'on ne peut pas retenir en entier. On va choper des bouts par-ci par-là, mais c'est une manière d'apprendre qui est assez vieillotte, qui, je dirais, est pré-internet, pardon. Donc, avant qu'on ait accès finalement à toute cette connaissance qui existe et qui est parfois, il suffit de taper. Aujourd'hui, je veux dire, moi-même, qui ne suis spécialiste dans aucun domaine, je peux chercher sur Internet des articles scientifiques, ce qui n'était pas forcément le cas, par exemple, au XXe siècle, où parfois il fallait aller à la bibliothèque, mais soi-même être chercheur pour avoir accès à certaines données, c'est toujours le cas d'ailleurs, hein. Mais enfin bon, bref, je crois que vous voulez comprendre le fond de ma pensée, c'est que au final, moi, après mon expérience passée en haute école et à l'université, alors je dis pas pour toutes les matières, attention, parce qu'il y a des matières qui notamment mettent en péril des vies, mais je trouve qu'il y a toute une partie des matières
qui n'ont peut-être pas besoin d'être évalués par des points, mais plutôt en fait par simplement parce qu'en plus aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, le diplôme ne parle plus tant que ça par lui-même, mais on cherche plutôt des gens en fonction de leurs compétences et de ce qu'ils sont capables d'apporter, plutôt que réellement un diplôme. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est pas forcément parce que quelqu'un a un diplôme que forcément, j'invente, mais il sera capable d'être performant administrativement ou performant enfin, de manière éloquente. J'en perds mes mots tellement c'est incroyable ce que je dis. Mais bon, bref, donc du coup, c'est vrai que je pense qu'en tout cas, moi je suis un peu, voilà, moi j'aime bien penser un peu parfois à l'extrême. Donc ici, le fait de retirer des points et de penser un diplôme sans points. Mais je pense que même si on garde un système de points, de repenser ce système de notation pour qu'il prenne bien plus en compte un certain nombre de facultés et de performances que pour le moment qui ne peuvent pas être représentés sur un bulletin classique, quoi. Bref, en clair, pour obtenir la note de 10 sur 20, sanctionnant la réussite de l'examen, l'étudiant devra répondre correctement à 13 questions sur 20, et non à 10. Si Guillaume était informé des modalités d'évaluation bien avant l'examen, ce n'est pas le cas de Sophie. En date du 26 mai, on a reçu un mail du professeur donnant les modalités, et à la fin du mail, il a mentionné que la réussite était à 13 sur 20. L'examen se déroulait 5 jours plus tard, le 1er juin. Le professeur a expliqué que l'on suivait la règle du 13 sur 20. Selon l'université de Gand, en joignant le lien vers l'explication de cette université, selon laquelle lors des examens par QCM, questionnaire à choix multiples, il fallait 13 sur 20 pour réussir. Et ça, par exemple, rien que là, on voit déjà la complexité déjà, hein. Et c'est pour ça que moi je viens avec cette pensée-là il faut réformer un petit peu finalement la manière de coter, en tout cas à l'université, hein. C'est que ici par exemple, alors statistiquement ça se tient, mais si on prend, en soi le fameux 13 sur 20 pour éviter que l'on tombe dans les 25% de chances de réussite, enfin les chances seront quand même là. Et si on calcule sur un certain nombre d'élèves, il y en a quand même une partie qui pourrait réussir par la force du hasard. Et en fait, savoir que l'élève a retenu une partie du cours ne dit pas aussi pendant combien de temps il va le retenir. Et en fait, est-ce que c'est important qu'il retienne parfois certaines parties par cœur? Est-ce qu'au final, c'est pas plus important qu'il sache où chercher? Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a tellement de connaissances, hein. Il y a tellement, je vais dire, de sous-connaissances, en tout cas de branches dans les connaissances. Par exemple, en biologie, on a, je sais pas moi, je sais pas combien de branches différentes. On a la microbiologie, la macro, et chacune sont des spécialités qui vont requérir finalement des connaissances très particulières et spécifiques. Et en fait, c'est vraiment la question à chaque fois que je me pose, c'est est-ce que le plus intéressant ne serait pas plutôt d'apprendre à chercher dans ces matières-là et à connaître finalement peut-être plutôt les ouvrages de référence, les personnes qui sont vraiment, on va dire, représentatives finalement de ces branches, et peut-être aussi de soi-même aussi faire des travaux qui sont dans la branche qui nous intéresse, plutôt que de faire une espèce de base comme ça, hyper floue, où on se dit, bon, ben, on va donner un maximum et ils retiendront un cinquième, mais on sait que ce 1/5 sera utile peut-être à un moment ou un autre, et au final, enfin voilà, on ne sait pas quel cinquième, qui retiendra quel cinquième. Enfin bon, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent autour du diplôme. Une pratique illégale. Karim Guérim est juriste à l'Inforjeune Bruxelles et spécialiste de droit de l'enseignement supérieur. Pour lui, l'arrêt du Conseil d'État, donnant raison à Guillaume, l'étudiant en psycho, est intéressant à plusieurs titres. Le premier intérêt est qu'il s'agit du premier arrêt se prononçant sur cette question. Le deuxième intérêt est qu'il se prononce en faveur de l'étudiant. Et enfin, cet arrêt, même s'il ne concerne en principe que ce seul étudiant, il aura indirectement des répercussions sur tous les autres étudiants qui sont concernés par cette situation pour autant qu'il la conteste.
Dernière chose, et ce n'est pas la moindre, il s'agit d'un arrêt en annulation, c'est-à-dire qu'il se prononce de manière définitive. Juridiquement parlant, un arrêt en annulation, ce n'est pas une décision qui aurait la valeur précaire d'un arrêt rendu dans le cadre d'une procédure d'urgence. Et cet arrêt, que dit-il concernant le mode d'évaluation? Il se prononce sur un point précis, poursuit Karim Guirim, celui qui consiste à contourner le seuil de réussite de 10 sur 20 tel qu'il est fixé dans le décret paysage de 2013. Le décret paysage, c'est un décret en Belgique qui dit qu'un étudiant a réussi à partir du moment où il a plus de 10 sur 20. Il précise que le seuil de réussite doit être fixé à 10 sur 20 et qu'on ne peut pas le contourner avec un autre système. Ce mécanisme de contournement est utilisé largement, précise le juriste d'Inforjeune Bruxelles, mais il en existe d'autres. Et donc en fait, ce que ce prof fait pour contrer les statistiques, en fait, il n'a pas le droit de le faire. Normalement, en fait, c'est tant pis. Tant pis s'il y a effectivement une chance que les étudiants réussissent juste par coup de chance, en fait. Et je pense qu'en fait, voilà, en fait, je crois que de manière rationnelle, si le prof n'a pas envie que les élèves réussissent par coup de chance, il n'a qu'à pas faire de QCM. Sauf que là-dessus, le professeur, et à juste titre, va peut-être rétorquer « mais je n'ai pas le temps de corriger X nombre de copies ». Et c'est vrai. Mais alors du coup, est-ce qu'il ne faut pas plus de professeurs? Ou alors, est-ce qu'il ne faut pas, en fait, arrêter de juger les gens en fonction de leur savoir, mais plutôt parce que je trouve qu'à l'université, en fait, on est adulte. Les gens qui sont à l'université sont normalement des personnes adultes, sauf très rares exceptions. Et en fait, à l'université, comme dans tout métier d'ailleurs, ça devient en fait un devoir de se donner au maximum, parce que sinon, dans la vie, on va dire plus simplement, mais tu te fais virer. Ou alors, s'il y a des conséquences désastreuses dans ton travail, eh ben, tu peux en subir des conséquences carrément juridiques. Et par exemple, un médecin qui fait mal une opération peut être tenu juridiquement responsable. Ça dépend des cas, ça dépend de plein de facteurs. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'en réalité, peut-être qu'à l'université, plutôt que de se focaliser sur les connaissances brutes, qui est quelque chose que l'on fait depuis des siècles, hein, je pense qu'il faudrait vraiment se focaliser plutôt sur le fait qu'en plus, ces dernières décennies, les connaissances ont beaucoup évolué. Donc, par exemple, si vous avez un diplôme qui date d'il y a 30 ans et que vous n'avez pas suivi l'actualité dans votre discipline, mais imaginons que vous êtes diplômé en histoire, vous n'avez plus les connaissances pour être réellement historien. Vous allez devoir vous remettre à niveau. Et si ça fait 30 ans que vous ne pratiquez plus l'histoire, il va falloir me prouver que vous connaissez encore ce qui se passe dans vos cours, sachant que moi, je suis sorti il y a même pas 10 ans de mes secondaires et que je me rends compte déjà que j'ai oublié la moitié de ce que j'ai appris. Or, pourtant, mes humanités m'ont vraiment passionné à la fin. Et je me rends compte qu'il y a plein de petits trucs que j'oublie, et même en histoire déjà, j'adorais mes cours d'histoire, il y a énormément de choses que je commence à oublier, et je me dis putain ça craint, parce qu'il y a plein d'anecdotes que j'adorais, et plein de choses qui me passionnaient, mais c'est comme ça, le cerveau il peut pas tout retenir. Par contre, c'est vrai que moi, je trouve que j'ai jamais aussi bien appris à chercher que grâce aux sceptiques sur Internet qui montrent des sites, et notamment que ce soit les sceptiques, mais que ce soit aussi les vulgarisateurs scientifiques, qui permettent en fait de donner des clés pour apprendre et pour connaître. Et donc maintenant, si je cherche, j'invente, mais si je cherche une explication sur la biologie, je sais que je peux me fier à parfois tel de Lancet, qui est un grand que ce soit un grand magazine, je pense, ou une grande maison d'édition scientifique, que ce soit par exemple Nature, qui publie aussi des articles scientifiques. Et je sais aussi que malgré tout, même si ces articles sont publiés là-dedans, bah, je dois y faire gaffe, quoi. Mais ça, je ne l'ai pas appris à l'université. À l'université, en première année, et je le regrette vraiment profondément, c'est qu'on n'apprend pas à utiliser notre esprit critique. En première année à l'université, et là où ça m'a le plus troublé, c'était en histoire, c'est qu'on nous dit « ne réfléchissez pas ». Et vraiment, c'est des mots qu'on nous a dit. Ne réfléchissez pas, ressortez ce que l'on vous demande, ou faites des résumés de ce que vous lisez. Mais ne réfléchissez pas. Surtout,
ne faites pas ça, vous allez vous planter. Il y a 4 profs qui nous disaient ça, et personnellement, c'est quelque chose qui m'avait assez choqué. C'était avant les attentats, notamment de Bruxelles et de Paris. Et en fait, pour moi, l'université a toujours été un antre de la réflexion et on va dire un peu justement de la culture. Et j'étais très attristé qu'on présente l'université comme ça, d'une façon où, ah non, non, retenez, et puis après vous réfléchirez. Mais d'abord retenez. Pour moi, ça a été toujours le contraire. C'est on réfléchit et c'est en réfléchissant qu'on retient en fait. Donc bref, revenons un petit peu à nos moutons. Confusion entre le score et la note, explique l'ULB. Pour corriger les biais dus au hasard et à la chance, les universités et hautes écoles ont encore eu recours à une méthode d'évaluation appelée Correction for Guessing, qui consiste à retirer un point pour chaque mauvaise réponse. Ça, je l'ai eu. Ce n'est pas une méthode équitable, tranche Eric Heutebrook, responsable du centre d'appui pédagogique de l'ULB. Elle favorise les étudiants qui prennent des risques alors que les consignes qu'on leur donne avant l'examen tentent plutôt à leur déconseiller de prendre des risques. Il y a aussi un biais de genre parce que le Correction for Guessing pénalise les femmes. L'université de Gand l'a abandonné il y a plusieurs années, l'UCL a embrayé un peu plus tard. À l'ULB, nous le déconseillons et nous proposons d'autres alternatives, dont l'augmentation du nombre de questions ou le standard setting. Quant à dire que le standard setting ne respecte pas le décret paysage qui fixe le seuil de réussite à 10 sur 20, Eric Heutebrook s'inscrit en faux contre cette analyse. Selon lui, on confond le score et la note. On peut très bien imaginer que pour obtenir la note de 10 décrétalement fixée pour réussir, vous devez avoir 62,5% des réponses correctes et pas 50%. Mais c'est quoi cet argument? Pour obtenir une note de 10 sur 20, le seuil d'exigence, le score, est placé à 13 sur 20. Et c'est parfaitement légal! C'est parfaitement légal, donc ça va, estime le responsable du centre d'appui pédagogique de l'ULB. Alors moi, je connais très bien l'ULB. Hein. À l'ULB, on était 150 élèves. C'était, pour la petite anecdote, on était 150 élèves à demander de pouvoir voir notre copie d'examen, parce que les professeurs nous avaient dit que c'était catastrophique, c'était censé être un examen blanc en quelque sorte. On était 150 contre 4 professeurs à leur dire que, bah quand même, parce que les professeurs nous demandaient de corriger notre copie, mais sans nous montrer nos fautes, sans nous montrer nos erreurs. Donc, l'ULB, je connais très bien tout ce qui est un petit peu administratif, mais légal, hein. Et en fait, alors je dis que c'est l'ULB, mais c'est dans toutes les universités. Notamment, voilà, je connais des gens qui sont à l'UCL. Je connais un peu moins de gens qui sont à l'UNAMUR ou l'UMONS. Hein, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de généralisé. Je connais des Français qui me parlent aussi de ça à l'étranger. Bref, c'est assez choquant parce que quelqu'un dise que le score, le seuil d'exigence est placé à 13 sur 20 et qu'après il ramène sur... Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a juste strictement aucun sens, quoi. Vraiment. Et le mec qui en plus utilise ça pour contrer des statistiques favorables à l'étudiant devrait savoir aussi que, ben là, ce qu'il explique, mathématiquement parlant, ça n'a aucun sens. Non, mais en fait, pour réussir, il faut avoir 13 sur 20, mais après, on met sur la note qu'il a eu 10 sur 20. Ça marche. Pas de problème. Mais c'est un truc de malade. Reste néanmoins informer correctement les étudiants en temps et en heure du mode d'évaluation retenu. Dans le cas de Sophie, un mail envoyé le 26 mai pour un examen organisé le 1er juin ne répond manifestement aux exigences de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un arrêté de pouvoirs spéciaux fixe au 24 avril la date limite pour communiquer les modalités d'examen aux étudiants. Après, c'est trop tard. Les étudiants sont surpris, conclut Karim Jguirim. Pardon, je suis désolé, j'ai écorché ce nom au moins 50 fois. Mais voilà, moi je pense, honnêtement, en fait, il faut savoir qu'en Belgique, il y a à peu près 90% des étudiants qui finissent leur secondaire, donc le lycée en France, qui vont à l'université ou en haute école. Et en fait, ce que je trouve extrêmement triste, c'est que ces élèves, alors je crois que c'était 90%, ou alors je confonds peut-être avec un autre chiffre, ça fait longtemps que j'ai plus étudié ces stats, mais en tout cas, ce qui est très triste avec ce chiffre, c'est qu'on a, c'est pour ça que je me dis que je confonds peut-être, mais il y a en tout cas 10% de réussite en première année, en moyenne. Et c'est extrêmement triste parce que notamment, par exemple, en chimie, on était 35 étudiants,
Et il faut savoir qu'en Belgique, il y a une énorme demande en chimistes formés. Et sur les 35, il y en avait 5 qui sont passés du premier coup pour un total de 10 étudiants qui passent en deuxième année. Et en fait, c'est débile, puisqu'on a besoin de chimistes. Et qu'on veut... Enfin, alors je dis pas, hein, il y en a... moi, par exemple, j'avais raté tous mes examens. Je dis pas que moi, j'aurais dû passer. Ce que je dis, c'est qu'en fait, ce qui est extrêmement dommage, c'est qu'on se prive, en fait, d'une partie de personnes qui peuvent être... qui pourraient peut-être faire l'affaire, mais simplement sur un type de connaissances, qui sont les connaissances brutes, et qui, en plus, ne reflètent probablement pas le métier plus tard, que ce soit chercheur, que ce soit même travailler dans des labos ou quoi que ce soit. On passe vraiment à côté, je vais dire, d'une main-d'œuvre qualifiée, tout ça pour des croyances, parce que pour moi, vraiment, l'université tombe dans des croyances qui sont faussées. Euh, la croyance, par exemple, que les étudiants ne doivent pas passer par chance, ça considère aussi que l'étudiant peut réussir toutes ses études seulement avec de la chance. Or, statistiquement parlant, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'un étudiant qui réussit par exemple sa première par chance a toutes les chances de rater sa deuxième, puisqu'il n'aura pas les connaissances requises pour sa deuxième. Et en fait, c'est vraiment ça qui me dérange. C'est que, en fait, il y a dans les universités une espèce d'indépendance qui pour moi est légitime. Hein. L'ULB notamment est à la fois c'est à la fois public et privé. Hein. C'est-à-dire que à la fois l'État le soutient, mais d'un autre côté, l'État n'a pas normalement il me semble, de droit décisionnel par rapport à cette université. Et je trouve ça vraiment très bien, parce qu'une université doit être indépendante. Elle doit être indépendante des opinions, des États. Elle doit être indépendante, en fait. Elle doit pouvoir penser seule, en fait. Sauf qu'aujourd'hui, manifestement, l'université peut penser seule, mais les étudiants n'ont pas le droit. Et en fait, ce qui m'a choqué le plus, c'est de savoir... Alors, on me répondra encore une fois que oui, bah ça arrive, ça devait arriver, ça arrivera toujours, mais j'en suis pas si sûr. C'est que l'un des terroristes qui avait fait des attentats en France, je pense, je ne sais plus lequel exactement, avait d'abord étudié un an à l'Université libre de Bruxelles. Et ça m'a toujours choqué parce qu'il avait voulu étudier en tant qu'ingénieur à l'Université libre de Bruxelles. Et un des arguments qui l'avait convaincu d'aller à l'étranger pour se battre, notamment pour ces fameuses causes héroïques, pour aller se battre en Syrie, c'était que pour devenir ingénieur, il ne faut pas étudier à l'université. On peut tout à fait apprendre. Et en fait, il a juste appris à devenir ingénieur en construisant des bunkers en Syrie, en construisant des bombes. Et ce mec, à la fin, a été faire des attentats. Et je trouve que je trouve que les jeunes, en Belgique, on a la chance d'avoir des universités hyper accessibles. Et je trouve qu'en première année, l'université devrait se baser sur la liberté de penser, justement, sur l'esprit critique. Parce qu'on n'arrête pas de se plaindre aujourd'hui des fake news et des nouvelles qui sont bancales. Mais je pense que c'est normal puisque l'université ne montre pas cet aspect. Il montre en première année que l'intelligence, c'est juste de savoir un maximum de choses par cœur. Or, l'intelligence, avant toute chose, hein, c'est d'abord l'esprit critique et la curiosité. Un chercheur, s'il n'est pas curieux, il va jamais rien découvrir. S'il n'a pas d'esprit critique, il va juste croire que la Lune est creuse, par exemple. Et tomber dedans, et il va continuer là-dedans et jamais s'arrêter. Or, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et je trouve ça extrêmement triste qu'aujourd'hui, l'université ne soit même pas capable, tellement elle est dans ses croyances, et je vais le dire comme ça, qu'elle ne soit même pas capable de se remettre en question au point de se dire mais putain, on est en train de peut-être faire de la merde, et peut-être qu'on devrait retravailler tous les fondements, parce que le monde a évolué, le monde est différent, et ce serait intéressant qu'on évolue avec lui, en fait. Et pas qu'on soit un boulet qui est traditionnaliste et qui se dit que le savoir, c'est ce qu'on a depuis 200 ans. Parce que je crois que même les humanistes, moi je les respecte énormément, j'adore la philosophie humaniste, mais je pense que, quoi qu'on veuille, bon, je pense qu'on peut la penser un peu différemment et qu'elle soit un peu au goût du jour. Parce qu'ils avaient 200 ans, enfin, et le monde il y a 200 ans n'est pas le monde d'aujourd'hui. Bref, voilà. Je crois qu'on en rediscutera souvent de l'université.
Moi, c'est un sujet qui me passionne. Sachez que voilà, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, ça m'intéresse énormément et on pourra en revenir ce week-end, bien sûr. Avec plaisir dessus, ce sera probablement pas la dernière fois qu'on en parlera. On en parlera probablement de temps à autre, hein, parce que des actualités sur l'université, il n'y en a pas beaucoup non plus. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pardon, à cette chaîne. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà. Merci à vous. Et puis, la bise.